Eh ben, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour vous partager un sujet qui me passionne, tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle appliquée pour les vétérinaires. Euh, il a peut-être pas échappé à certains d'entre vous cette petite ligne qui dit que les bots IA de visioconférence sont les bienvenus. Et vous avez peut-être vu apparaître deux bots dans la partie, le mien qui s'appelle Julie HVC, et puis également celui de Greg, je vois que le sien est là. Donc oui, il est possible aujourd'hui d'assister aux conférences web par bot IA interposé, un assistant qui est en capacité du coup d'assister à votre place à une conférence et de vous en restituer un compte-rendu pour voir si oui ou non le sujet vous intéresse et vous permettre de ne pas perdre de temps ou alors d'aller y consacrer du temps si le sujet vous passionne. Bienvenue donc dans cette conférence qui va vous présenter un certain nombre de sujets autour de l'intelligence artificielle avec des applications très concrètes dans le quotidien des équipes vétérinaires, avec un état des lieux qui va se faire ici au mois de mai 2025, puisque nous sommes le 5 mai 2025. Je précise la date pour le replay, qui sera également disponible et qu'il sera, je pense, assez rigolo de revoir d'ici 6 à 12 mois, tant la techno évolue. Vous pouvez également assister à cette conférence sur un autre écran si vous le souhaitez, notamment dans l'éventualité où vous souhaiteriez mieux voir les exemples et les vidéos qui vous seront présentées. Et plus encore, à l'occasion de votes que j'ouvrirai et où vous pourrez un petit peu me partager vos avis, vos expériences. Et pour ce faire, il suffira donc de se rendre sur le site menti.com et de rentrer donc le code 71 70 67 90. Cette petite bannière sera toujours affichée en haut, ou alors de flasher le QR code pour ceux qui assistent à cette conférence avec leur ordinateur et qui auraient le smartphone à côté. Alors, bienvenue chez HVC, je suis Mathieu Lamant, vétérinaire praticien du côté de Nancy. Je suis également un passionné d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, avec un focus plus attentif sur toutes les solutions qui savent m'apporter un réel gain de temps, d'énergie et de confort au quotidien, à tel point que j'ai fondé donc la société HVC Premium, HVC dans les initiales de Happy Vet Company, partant du principe que quand on joue habilement avec l'intelligence artificielle, on sait se dégager beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et donc finalement ne faire plus que ce qui nous plaît. Vaste promesse. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler également de leurs applications concrètes. Je vous ai remis ici un petit peu une synthèse des applications que peuvent avoir l'intelligence artificielle dans le quotidien des praticiens, avec en fer de lance toutes les IA génératives de texte. On retrouve ici ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Qwen, Mistral. Je vous en ai cité qu'un petit aperçu parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Mais on peut également trouver des applications dans l'univers de l'audio, également dans l'univers de la vidéo et je trouve sympa également dans l'univers des présentations avec la possibilité de créer des supports PowerPoint et compagnie. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que ChatGPT, Gemini, Claude se retrouvent un petit peu partout. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, j'avais cité Gemini 2 fois ici, parce que ces technologies sont multimodales, c'est-à-dire qu'il est possible, au travers d'une seule et même interface, de les utiliser à différentes fins. À la fois, on peut leur transmettre une commande texte pour générer à la fois du texte, mais également faire de la genèse audio. Alors, audio, entendez par audio, aussi bien du text-to-speech, c'est-à-dire que vous lui faites lire un texte, que du texte ou musique, où là, cette fois-ci, mon petit plaisir du moment là, c'est Suno, une IA qui sait vous concevoir une bande sonore sur la base d'une commande que vous pourriez passer à un musicien. Tiens, j'aimerais bien avoir une musique qui sache me faire tel sujet sur tel style musical, et Sono est assez rigolo pour ça.
Ensuite, vous avez le texte ou vidéo, où là, on retrouve encore nos habituelles IA américaines qui savent, elles, maintenant vous faire des séquences vidéo, généralement plutôt des formats courts, sur du 5 à 10 secondes, mais également des technos qui savent vous faire des présentations avec un avatar. Donc, certains parmi vous m'ont peut-être déjà vu parler avec mon clonage vocal et du coup mon visage qui parle également au travers de vidéos de présentation, donc vidéos dans lesquelles je ne me suis pas filmé en direct. Moi, je trouve ça vraiment très amusant à faire et surtout avec un réel gain de temps puisque en ce qui concerne le temps de montage vidéo, du coup, vous avez vraiment un gain de temps opérationnel assez flagrant. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être le bon jour avec la bonne lumière, avec le bon fond sonore, sans les enfants qui crient à la maison ou le personnel qui vous sollicite euh, toutes les 30 secondes. Et donc, du coup, vous pouvez monter un petit peu aussi simplement qu'un PowerPoint, une séquence vidéo à des fins publicitaires ou de communication. Également, donc les textes ou slides, donc les diaporamas. Alors, moi, mon préféré du moment, c'est plutôt Gamma. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais les applications sont relativement plus limitées de ce côté-là. Alors, je vous invite ici à m'indiquer quels sont les modèles que vous utilisez dans votre quotidien d'IA générative, appelée également, alors IA générative de texte, appelée également LLM, dont font partie ici ChatGPT. Qui est de loin le plus connu, celui qui a ouvert la marche. Ensuite, je vous ai mis ici Mistral, qui est la version française, donc le leader français sur les IA génératives de texte. Vous avez ensuite les cousins de ChatGPT avec Claude et Gemini. Gemini étant la version faite par Google. Vous avez Copilot, Copilot étant le ChatGPT avec la licence Microsoft directement. Llama étant celle de Meta, le groupe Facebook, Insta et compagnie. Elon Musk s'est également emparé du sujet avec Grok, qui est très peu utilisé. Et puis, depuis peu, on voit également les versions chinoises qui apparaissent, avec ici DeepSeek. Alors, c'est pas le seul, il y a également Qwen, j'aurais pu vous en citer d'autres. Mais voilà un petit peu les IA les plus couramment utilisées. Bon, je vois que, comme à l'accoutumée, ChatGPT est loin devant. Et pour cause, au-delà d'être un des premiers, un des pionniers à avoir ouvert la voie de l'intelligence artificielle accessible pour le grand public, c'est toujours une interface multimodale poussée, avec ici une solution qui offre quand même de très nombreux cas d'usage. Et au final, je simplifie souvent la situation en disant tout ce que fait ChatGPT, vous le trouvez chez les autres. Mais par contre, vous ne trouvez pas tout ce que fait ChatGPT. Alors, je me reprends. Tout ce que font les autres, vous le retrouverez chez ChatGPT, mais tout ce que fait ChatGPT, vous ne le retrouverez pas forcément intégralement chez tous les autres LLM. Alors souvent, alors oui, une des questions qui est posée, c'est faut-il privilégier un modèle plutôt qu'un autre? Alors, il faut comprendre que en ce moment, on a surtout un problème géopolitique sur ces sujets-là, avec une situation qui n'échappe pas encore une fois à l'adage, qui explique que les Américains inventent, les Chinois reproduisent et les Européens légifèrent, expliquant que malheureusement, nous, Européens, soyons si souvent un petit peu en retard sur ces nouvelles technologies. Mistral offrant néanmoins le gros avantage d'être totalement compatible avec les exigences RGPD. Là où les IA génératives commencent à vraiment prendre du sens pour nous, c'est qu'au-delà de générer du texte, de l'audio, de l'image, de la vidéo, il faut savoir que ces IA génératives sont également en capacité d'analyser du contenu. Et c'est là où, pour le coup, chez nous, les praticiens, les vétérinaires, il y a
réelle application supplémentaire, puisqu'il ne s'agit plus juste de faire rédiger un courrier ou une fiche explicative, ou même de générer une image. Et on a passé quand même quelques années avant d'avoir des images qui soient suffisamment qualitatives pour pouvoir les utiliser sur les réseaux sociaux de nos cliniques. Et bien maintenant, les IA savent analyser le texte et les données qu'on peut leur transmettre, aussi bien PDF, PowerPoint, images, etc. Alors, quand on se pose la question de savoir où utiliser l'IA, globalement, il n'y a pas trop à se torturer les neurones là-dessus. Euh, c'est généralement une évidence, mais pour ceux qui se posent quand même la question, globalement, partout où vous avez affaire à des tâches répétitives, rébarbatives, à non-valeur ajoutée, ne nécessitant pas d'humain, et même que personne n'a envie de faire, globalement, il y aura certainement une solution IA pour vous accompagner dans votre quotidien. Alors, dites-moi un petit peu, quels sont les cas d'usage que vous utilisez, vous, dans votre quotidien, entre la consultation, la communication. Alors, la communication ici, je vous propose ici de restreindre la communication à tout ce qui va être une communication externe, donc principalement communication web, communication avec les réseaux sociaux, newsletter, fiches explicatives, etc. Également les sujets en lien avec le management, puisque là aussi, étant donné qu'on joue avec de la donnée, finalement, et de l'humain, l'IA sait se faire une place assez efficace aux côtés du manager. L'administratif, bah, en gros, on va mettre là-dedans tout ce qui va être solution comptable, solution mail, etc. Et puis, usage personnel. Je vois que globalement, vous l'utilisez autant dans le cadre de la consultation, de la com, que le perso. Et je suis content de voir finalement que peu d'entre vous l'utilisent sur le management administratif, puisque je vais justement vous montrer des exemples, des cas d'usage où l'intelligence artificielle va pouvoir vous apporter des solutions euh, pour ces différentes problématiques. Alors, dans la consultation, les solutions les plus couramment, enfin les situations les plus couramment rencontrées tournent autour de l'aide au diagnostic, de la rédaction de compte rendu, également l'analyse de données, donc que ce soit de l'analyse radio, écho, donc tout ce qui va être imagerie médicale, avec des solutions qui sont d'ailleurs pas du tout entraînées de la même manière en fonction de ces différents cas d'usage. Les premières technos qu'on a vu apparaître en consultation étant justement des technos d'aide au diagnostic avec ZAG, Pronozia, deuxième avis, suivant à l'époque à laquelle le nom de cette technologie fait référence. Puis rapidement, il y a eu les analyses, enfin, les interprétations radiographiques avec des suggestions d'interprétation. Hein, toujours, ces solutions-là sont à utiliser sous la supervision du praticien et non pas en remplacement. Et puis également, autre cas d'usage assez couramment rencontré sur la bibliographie, allant de la recherche bibliographique à l'analyse et finalement même à la synthèse de documentation bibliographique pour la prise en charge de nos patients au quotidien. Alors, quand on utilise ces technologies, les grandes questions qui se posent très souvent, c'est bah oui, mais comment est-ce que je peux être sûr qu'elle est fiable? Comment je peux être sûr que je peux lui faire confiance, que les données sont pertinentes, etc. Alors, je pense que la plupart d'entre vous avez constaté déjà que quand vous sollicitez des technos d'IA générative, des LLM comme ChatGPT ou Mistral, vous avez constaté que maintenant, ces technos vous fournissent les références, leurs sources desquelles les informations sont puisées. Globalement, il faut comprendre que ces technologies puisent leurs informations de trois manières. D'une part, la base de données d'entraînement, c'est-à-dire toute la base de données sur laquelle l'IA a été entraînée pour ensuite avoir un comportement prédictif et des réponses du coup qui peuvent en découler. Ensuite, il y a toutes les données qui sont disponibles sur Internet. Et enfin, il y a toute la base de connaissances qui est apportée par l'utilisateur. Il faut savoir que ces trois sources d'informations-là peuvent être contraintes. C'est-à-dire, vous pouvez dire à l'IA de s'appuyer ou non dessus. Donc là, c'est au niveau du prompt, donc ce texte dans lequel vous allez lui préciser sa mission, le contexte dans lequel on se trouve, et les différentes étapes qu'elle va devoir suivre pour pouvoir répondre à votre
problématique, à votre requête, c'est dans ce prompt que vous allez précisément lui dire de s'appuyer ou non sur les données qui figurent dans sa base d'entraînement, d'intégrer ou non les informations qu'elle peut trouver sur Internet et éventuellement les sites web sur lesquels elle va aller s'appuyer. Vous pouvez la contraindre de ce côté-là. Et enfin, lui apporter ou non des connaissances supplémentaires avec des documents, donc une bibliographie plus ou moins étayée selon les cas. Globalement, voici comment contrôler les données utilisées. Alors, vous pouvez activer ou désactiver l'accès au web, hein, tout simplement, pour que déjà elle aille ou non chercher des informations en ligne, avec la possibilité même de la paramétrer dans le prompt en lui indiquant d'abord tu vas chercher dans la base de documents que je te mets à disposition, et si l'information n'est pas dedans, à ce moment-là, demande-moi l'autorisation d'aller la chercher sur Internet. Vous pouvez donc alimenter, comme je vous disais, sa base de connaissances avec les données que vous avez vous-même pu valider, lui préciser où aller chercher ces informations, mais également lui indiquer comment réagir si l'information ne figure pas dans les données disponibles. Une vétérinaire qui participait à une de mes formations comparait ça à juste titre avec un adolescent en disant qu'il fallait souvent lui répéter plusieurs fois et également lui indiquer que si elle ne sait pas, ce n'est pas grave. Mais encore faut-il le lui préciser parce que elle, son rôle, finalement, c'est avant tout et surtout de vous faire plaisir. Donc, vous faire plaisir, ça sous-entend vous apporter une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'où finalement un certain nombre de résultats décevants. Donc là, ici, dans le cas que je vais vous montrer, il s'agit d'un mentor numérique avec une base de données dans laquelle je lui avais mis la procédure de prise en charge des animaux errants de notre clinique avec Tonimo. Et donc ici, le cas d'usage, c'est on m'appelle pour un chat blessé sur la commune de Tomblaine. On est dimanche, il est 10 heures, et donc que dois-je faire? Donc là, en l'occurrence, la réponse figure dans les procédures que je lui ai mises à disposition dans sa base de données, et elle va suivre scrupuleusement la procédure telle qu'indiquée, notamment en tenant compte du fait qu'aujourd'hui c'est dimanche et qu'il est 10 heures. Et donc, dans l'ordre sur la région de Nancy, il convient successivement d'appeler d'abord les pompiers, puis la police. Autant vous dire qu'ils sont ravis quand on les appelle pour ça. Le fait est que ce sont eux les donneurs d'ordre de Chenil Service. Donc voici le numéro quand nous avons besoin de les joindre. Et si l'animal est directement apporté à la clinique, voici la procédure à suivre avec finalement carrément toutes les informations nécessaires pour la mairie de Tomblaine, le Chenil Service et compagnie. Et donc ici, elle m'envoie ici une fiche récapitulative, oui, parce qu'en plus, elle est paramétrée pour ça. Et donc, quand on regarde, hop, j'arrive sur ma boîte mail et là, je retrouve ma fiche explicative dans l'éventualité où j'avais besoin d'être accompagné sur cette solution. Alors, dans le cas suivant, typiquement, elle n'a pas la réponse. Donc là, cette fois-ci, hop, je lui indique avoir reçu, donc là, je me mets dans la peau d'une assistante, à qui rend compte la situation dans laquelle un client est déçu parce que j'ai pas su lui répondre concernant la procédure de TPLO. Et donc, je pose à ce mentor numérique la question de, OK, peux-tu me rappeler les étapes de cette intervention? Et là, comme le mentor numérique est paramétré pour ne pas inventer de réponse ou ne pas aller chercher les informations au-delà de la base de données, donc pas sur Internet, pas dans sa base de données en traitement, exclusivement dans la base de données que je lui ai fournie, vous vous retrouvez avec ici un chat GPT qui sait vous dire je suis désolé, j'ai pas l'info. Et donc, dans le paramétrage qui a été fait à cette technologie, il est prévu la possibilité d'envoyer au référent un mail pour lui indiquer qu'une information est manquante dans la base de connaissances de ce mentor numérique. Et donc, elle fait son job. Hein, donc, désires-tu que j'envoie un mail à notre référent pour qu'il puisse compléter la base de données? Et donc, ayant répondu oui, ici, la techno a envoyé un mail au référent qui, de son côté, du coup, reçoit, comme indiqué ici, un mail récapitulatif précisant du coup le contexte dans lequel cette demande a émergé
Et du coup, la nécessité ici d'ajouter une procédure détaillée pour qu'on puisse la prochaine fois répondre à la question qui nous sera posée. Donc ici, on commence à entrevoir comment rendre une intelligence artificielle relativement fiable, et vous voyez que ce pas des choses qui sont extrêmement compliquées. Par contre, la question se pose de savoir comment l'alimenter en bibliographie. Alors, deux cas d'usage. Soit on dispose directement de la base de données. Donc là, on est dans ChatGPT. Alors, j'ai pas d'action chez ChatGPT, je vous mets à l'aise avec ça. Globalement, tout ce que je vous explique ici est transposable un peu partout avec les différentes technos. Et donc, dans le cas présent ici, on est sur une page de configuration des assistants IA de ChatGPT, qu'on appelle historiquement les GPTs. Et donc, il y a une rubrique base de connaissances dans laquelle vous pouvez porter l'ensemble des documents, incluant donc toutes les procédures, incluant la bibliographie, avec néanmoins une limite, puisqu'ici, vous ne pourrez charger qu'une vingtaine de documents. Donc, pour ceux qui sont confrontés à cette limitation, sachez qu'il est possible de fusionner l'ensemble des PDF avec différents outils disponibles en ligne. Alors moi, j'utilise PDF Tools 24, qui s'appelle celui-là. Une suite d'outils d'édition de PDF dans lesquels vous pouvez faire tout un tas de choses, dont fusionner une liste de PDF en un seul PDF. Et donc, du coup, la limitation de 20 PDF se retrouve ainsi être moins limitante. Donc, soit vous disposez déjà de la base de données, des ressources bibliographiques, des procédures que vous avez rédigées pour votre structure de soins, soit vous ne l'avez pas. Et quand vous ne l'avez pas, il faut savoir que il y a une option là qui a maintenant à peu près dans toutes les IA génératives en ligne. Il s'agit ici du module recherche approfondie. Ce module recherche approfondie permet d'obtenir des réponses extrêmement étayées sur un sujet donné. Alors là, par exemple, dans le cas présent, j'avais décidé de faire une recherche bibliographique sur la péritonite infectieuse féline. Alors là, j'ai fait un montage, vous avez une coupure, puisque cette vidéo a duré, l'enregistrement complet a duré plus de 12 minutes. Il y a eu un petit bug d'ailleurs, puisqu'il vous met ici zéro source, alors que normalement, vous devez avoir la liste des sources qui est affichée ici, et néanmoins, les sources seront indiquées dans le contenu ici de la réponse qui a été fournie. Et là, en gros, ChatGPT, alors sur la version 4 mini, avec l'option recherche approfondie en plus, c'est faire une recherche étayée sur le sujet avec quelque chose qui est assez costaud. Vous pourrez voir dans le replay en détail le contenu, mais vous allez retrouver toute l'histoire de ce traitement relativement récent qui sait aujourd'hui guérir dans un nombre non négligeable de cas, une maladie qui, jusqu'à il y a peu de temps, était avec un taux de mortalité relativement élevé, puisqu'on parle d'un 100%. Donc là, vous voyez ici les différentes informations qui apparaissent, incluant donc les posologies, la disponibilité du traitement, la réglementation. Alors, vous voyez ici que BFM TV est cité. Bon, il faut savoir que c'est pas forcément la source d'information que j'aurais choisi non plus en priorité, mais les informations qui ont été piochées de BFM finalement sont tout à fait pertinentes en comparaison à d'autres sites comme le site de Delpech, la dépêche vétérinaire, pardon. La pharmacie Delpech est citée également un peu plus tard. Donc voilà, vous remarquez quand même que le texte est un tantinet plus long que ce qu'on a l'habitude de consulter dans une requête ChatGPT relativement simple. Pour ceux qui n'ont pas encore testé cette option, choisissez avec minutie quand même le sujet que vous allez traiter, parce que ça va vous pondre un document qui peut allègrement atteindre plusieurs dizaines de milliers de mots, soit plusieurs dizaines de pages avec toutes les références donc, qui vous sont citées en définitive ici. Donc ainsi, vous pouvez vous faire de la bibliographie que vous allez ensuite copier-coller dans un document Word, par exemple, et que vous poussez in fine dans la base de connaissances de votre modèle, soit en format Word, soit en format PDF, peu importe ça, il n'y a pas trop de différence là-dessus. La techno, c'est l'exploiter de la même manière.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui se posent la question de la RGPD, c'est un sujet, surtout quand vous mettez dessus des données personnelles. Donc, dès lors que vous allez pousser des informations confidentielles avec un numéro de téléphone, un mail, un nom, avec une adresse postale. Soyez extrêmement vigilants. Il y a guère que les technos européennes, et donc Mistral en tête de liste, qui sont conformes à la réglementation de ce côté-là, bien qu'OpenAI ait fait d'énormes progrès au cours de ces derniers mois, mais au sens stricto sensu, ils ne sont pas conformes à la RGPD. Bon, il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de sujets pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir un outil répondant aux exigences en la matière. Alors, on a vu un petit peu ici, là, au travers de ce cas d'usage, là, sur la consultation, comment avoir une technologie finalement fiable avec des données validées. Vous pouvez, du coup, utiliser cette technologie également dans la partie communication de votre entreprise, donc incluant ici les réseaux sociaux, les fiches explicatives ou la rédaction de newsletters. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, j'y viendrai un peu plus tard sur un autre sujet qu'on va aborder ensemble ce soir. Je vais juste vous fournir quand même une petite astuce qui pour moi est assez pertinente sur ce cas d'usage, puisque souvent on est tenté d'utiliser ces IA génératives en ouvrant à chaque fois un nouveau fil de discussion. Et ben, je vous invite ici à utiliser un seul et même fil de discussion dans lequel vous allez mettre tous les cas, enfin tout le contexte dans lequel la technologie va devoir évoluer, hein, donc incluant le nom de votre structure, votre vision ou vos valeurs, de manière à ce qu'au fur et à mesure que vous allez rédiger du contenu pour les réseaux sociaux, elles s'enrichissent de votre vocabulaire à vous, de vos tournures à vous, pour pouvoir ensuite reproduire au mieux votre style de communication. Et ça, c'est vraiment en travaillant sur un seul et même fil de discussion que vous allez atteindre cet objectif. Alors également, vous pouvez l'utiliser dans le cadre du management. Alors le management, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et globalement, je vais résumer ici la situation, enfin le sujet, en abordant uniquement des cas d'usage destinés à améliorer la communication au sein de votre équipe. Donc ça, c'est plutôt à titre préventif et éventuellement à intervenir ou à vous accompagner dans une médiation. Donc là, on est plus sur du curatif. Je vais vous présenter ici un outil. Alors, j'ai pas d'action chez eux, mais pour ceux qui se demandent un petit peu comment on peut aborder le management et améliorer la communication, vous savez peut-être ou pas d'ailleurs, qu'il existe différents systèmes de communication et notamment de profilage de communication. Alors, je travaille beaucoup, moi, avec les profils 10, mais il y a également la Processcom, les Enneagrammes, MBTI et compagnie. Peu importe le système avec lequel vous allez jouer, finalement, la techno saura tout à fait s'adapter parce que, pour le coup, ça fait partie de sa base d'entraînement. Et là, vous dites, OK, mais comment la techno peut deviner le profil de mon collaborateur? Alors, il y a deux solutions. Soit vous-même, vous avez un petit peu d'expérience en la matière et vous savez un peu prédire les choses. Ou alors, il y a des technologies, je vous en montre ici qui s'appellent Crystal Nose. Je vous ai mis ici leur URL, qui est en capacité d'analyser vos données en ligne pour ensuite prédire un petit peu le profil dans lequel vous vous trouvez. Alors, pour ceux qui se disent à ce moment-là qu'on va faire de la manipulation, je vous arrête tout de suite. Il est à peu près évident qu'en Angleterre, on parle anglais, en Allemagne, on parle allemand, et en Italie, on parle italien. Eh ben, ces outils de communication, c'est exactement la même chose. Ça vous indique juste la langue dans laquelle vous allez vous adresser à la personne. Ça ne vous dit pas du tout ensuite comment lui retourner le cerveau, je vous rassure. Donc ici, et l'intéressé se trouve peut-être même dans l'auditoire ce soir. Alors pareil, hein, je vous rassure, je vais demander l'autorisation avant de jouer avec son profil. Vous pouvez ici charger le profil LinkedIn d'une personne et ensuite, avec la petite extension Crystal Nose, faire son profilage disque et ensuite savoir un petit peu quelles sont ses tendances comportementales, comment lui écrire, comment l'amener vers une action, etc. Donc ces outils-là sont accessibles à tout le monde en ligne et peuvent donc établir votre profil disque.
Alors, une fois qu'on a le profil disque, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, plein de choses. C'est pas l'objectif de la conférence ce soir, mais je vais vous en donner un cas d'usage ici, avec l'utilisation d'un profilage dans le cadre d'une médiation. Donc ici, je vais vous la relancer pour la mettre en plein écran afin que vous puissiez bien voir. Ou pas. Bon, il va pas vouloir. Euh, hop. Alors, le cas d'usage ici que je vous présente, peut-être que certains m'ont déjà vu le présenter celui-là. C'est le cas où j'ai un souci avec Pierre. C'est un profil alors, D comme dominant, disque pour info. Ce sont les abréviations de dominant, influent, stable et consciencieux. Quatre types, enfin quatre profils types, personne n'étant 100% dans un profil en particulier. Mais néanmoins, vous allez voir que c'est assez bluffant de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc, Pierre est un profil disque et moi, Mathieu, aujourd'hui, je suis un profil C, donc consciencieux. J'ai horreur que Pierre me pique mes stylos. Je sais que pour lui, c'est un sujet insignifiant, mais pour moi, c'est très important que chacun ait ses affaires. C'est une question de respect. Bon, vous n'avez pas tellement besoin de préciser à ce moment-là que vous êtes un profil C, parce que ça transpire dans ce que vous êtes en train de d'écrire derrière. Comment puis-je aborder son sujet avec lui? Et là, la techno va vous dire, OK, bah, effectivement, je peux comprendre que ce soit un sujet délicat. Bon, là, elle fait preuve un peu d'empathie, hein, parce que se piquer les stylos, on est d'accord pour dire que dans nos cliniques, on a des sujets un peu plus importants, mais remplacer stylo par n'importe quel autre sujet, et je pense que vous arriverez à trouver des cas d'usage assez similaires. Donc, dans notre cas, il y a Pierre, profil D et C. Et là, la techno, elle sait vous dire, OK, on va préparer la conversation. Alors, Pierre, profil D, lui, il est dominant, direct, orienté vers les résultats. Il peut minimiser l'importance des détails et les préoccupations personnelles parce que Pierre, lui, effectivement, c'est pas son sujet. Par contre, moi, je suis à ce moment-là consciencieux, précis, orienté vers la qualité. Donc, j'accorde une grande importance aux règles, à l'ordre et aux détails. Les possessions personnelles comme les stylos peuvent donc être perçues comme une extension de mon espace et de mon ordre personnel. Et donc là, du coup, la techno, c'est vous dire, voilà, vous allez préparer votre message, formuler clairement pourquoi c'est important pour vous. Vous allez engager la conversation en créant un climat de confiance. Vous allez formuler votre demande. J'ai remarqué que tu prends toujours des stylos. Et elle vous propose du coup des phrases qui vont vous permettre un peu comment dire, d'être mieux préparé à une discussion qui parfois peut vite partir en vrille en fonction du sujet à aborder. Elle vous permet également d'anticiper les réactions et éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans l'après. Et moi qui suis consciencieux dans l'exemple ici, je dis bah attends, pour moi, il y a une solution qui est très simple, c'est j'arrive, je lui présente direct un règlement intérieur pour border le problème. Bon, là, pour ceux qui travaillent avec des consciencieux, des dominants, vous savez tout de suite que c'est pas du tout la bonne solution. Et là, c'est assez rigolo parce que l'IA va faire preuve d'empathie en disant, OK, je comprends que pour toi, ça puisse être une solution. Avantage, bon, bah, c'est clair, hein, ça établit des règles sans ambiguïté. L'inconvénient, c'est que bah, Pierre, lui, il va mal le prendre parce que il va percevoir ça comme une contrainte excessive, une entrave à sa liberté d'action. OK, d'accord. Bon, alors, comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Donc, elle propose à ce moment-là des stratégies alternatives. Donc, privilégier un dialogue direct, essayer de viser un compromis, avec des recommandations pour que ça se passe bien. Et donc, je lui réponds en substance, bon, ok, donc en gros, il serait peut-être préférable de lui offrir un verre de chardonnay. Et là, l'IA vous indique que, bah oui, effectivement, commencer à comprendre un peu mieux comment aborder le sujet, avec le gros avantage ici d'apporter une atmosphère détendue, de renforcer la relation et d'avoir une approche alors, non confrontationnelle. Donc là, un beau mot inventé là par l'IA, une forme d'hallucination. Et donc les conseils pour la conversation, être clair mais amical, écouter activement, proposer des solutions créatives, etc. Alors, une fois que on a une IA fiable avec laquelle jouer, on peut également l'utiliser dans l'assistance rédactionnelle au mail. Alors là, je vais vous faire un truc dont je suis pas forcément très fier, mais je pense que comme moi, vous n'avez pas tout le temps, beaucoup de temps pour répondre à toutes les sollicitations de vos clients. Et donc, je me suis créé un outil relativement bien cadré. Donc, il ne va pas chercher des informations à droite à gauche là, dans lequel je lui demande juste de rédiger une réponse au mail que je peux avoir.
Donc là, en l'occurrence, je lui dis répondre qu'il n'y a aucun souci. Donc vous allez voir le mail après, le mail que j'ai reçu d'une cliente qui se pose la question de savoir s'il y a un lien entre la tumeur cérébrale dont est mort son chien et une émotion vive qu'elle m'a décrite dans son mail. Et donc, j'indique ici à la techno, réponds-lui qu'il n'y a aucun lien entre une tumeur et une émotion vive. Et encore, même là, c'est pour la démo que je lui ai mis autant de mots parce que souvent, c'est répond que pas de lien entre tumeur et émotion vive. Et ensuite, vous ouvrez les guillemets et vous copiez-coller dans votre logiciel mail. Vous avez fait un petit contrôle A pour ceux qui connaissent les raccourcis clavier faciles. Microsoft, c'est contrôle A pour sélectionner tout le mail, donc commande A dans Mac. Ensuite, CTRL-C pour copier ou commande C, je fais vraiment les basiques. Hein. Et puis ici, vous allez faire un petit commande V ou CTRL-V pour coller l'intégralité. Et peu importe qu'il y ait beaucoup de fioritures dont vous n'avez pas besoin, petit bémol ici, RGPD not friendly at all. Et donc, vous retrouvez ici, bonjour monsieur Laurent, j'espère que vous allez bien, blablabla. Et là, du coup, elle rédige la réponse. Bonjour Madame Charleux, merci pour votre message. Donc, vous voyez tout de suite que là, d'un simple réponds-lui qu'il n'y a pas de lien entre les deux, on arrive sur des choses qui sont quand même beaucoup plus étayées, beaucoup plus simples. Et en plus, vous pouvez activer la fonction Canvas dans le ChatGPT, ce qui vous permet du coup d'avoir une réponse rédigée, comme ici c'est le cas, dans une fenêtre de texte que vous pouvez éditer. Et donc, c'est quand même sympa parce que là, typiquement, pour qu'elles apprennent vos éléments de langage, vos tournures de phrases, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Vous corrigez les phrases qui vous semblent pas adaptées par rapport à la situation. Et la techno va apprendre au gré de ce fil de discussion la manière dont vous vous adressez aux personnes, voire même elle peut garder en mémoire les réponses que vous leur avez adressées par le passé. Alors ça c'est chouette, mais tout ce que je vous montre là, souvent ça nécessite de faire un peu de copier-coller entre les différents outils que vous utilisez. Alors c'est bien. Maintenant, ce que je vous ai expliqué ici aujourd'hui, c'est que globalement vous avez des IA génératives, que ces IA génératives deviennent extrêmement efficaces et extrêmement fiables, notamment quand vous les avez bien paramétrées. Leur inconvénient, c'est qu'au travers de tout ce que je vous ai montré là, quand vous voulez typiquement répondre à un mail, il faut faire du copier-coller. Et donc souvent, quand on commence à jouer avec ces technos avec assiduité, on arrive à cette frustration de dire ah, je suis tout le temps en train de faire des copier-coller à droite à gauche, et ça devient un peu pénible. C'est dommage parce que pour le coup, j'ai un agent IA qui se veut relativement fiable. Eh bien, en fait, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'intégrer votre technologie dans une automatisation avec une certaine autonomie. Je vous montre ici un exemple que j'avais fait avec Julie qui traite mes mails. Donc, il faut savoir que quand je pars en vacances, Julie a accès. Julie, c'est l'IA de HVC Premium. Donc Julie, l'intelligence artificielle de HVC Premium, a accès à mon agenda. Et quand je pars en vacances, elle sait que je suis en congé. Et à ce moment-là, elle va checker les mails et elle va les traiter. Donc là, dans le cas de figure ici, j'ai une de mes assistantes qui me demande si je sais comment est-ce qu'on fait pour programmer l'extinction automatique des mails. Et en l'occurrence ici, Julie lui a répondu, donc elle se présente en tant qu'assistante personnelle, précise que je suis en congé, mais voici la procédure pour programmer automatiquement l'extinction des mails, des ordinateurs. Et donc, elle lui a donné toute la procédure. Alors là, pour la petite histoire, c'était quand j'en étais au balbutiement du prompt engineering, donc du paramétrage de la techno, puisque à cette époque-là, j'avais zappé que sa base d'entraînement faisait partie de sa base de connaissances, et donc je ne l'avais pas suffisamment bien contrainte. Fort heureusement, c'est une histoire qui finit bien. Mais voilà, toujours être prudent avec ces technos, surtout quand on les passe en totalement automatisé. N'hésitez pas au début, quand vous jouez avec cette technologie-là, à lui faire rédiger des brouillons plutôt que de répondre automatiquement. Là, en l'occurrence, du coup, Marine était toute contente puisque elle avait réussi à paramétrer les ordinateurs de la clinique. On peut savoir qu'on a une 30 ou 35 postes informatiques. C'est sûr que quand ça tourne toute la nuit, ça commence un petit peu à chatouiller au niveau énergie, écologie. Et donc, en l'occurrence, ici, Julie lui avait apporté la bonne réponse. Donc oui, faites ça avec un public qui est relativement
à la fois conscient de ce que vous faites et ouvert au jeu, avec toujours une veille sur OK, là c'est une IA qui me répond, donc je vais faire attention à m'assurer que la réponse soit effectivement pertinente. Gros avantage, ça tourne tout seul. Quand vous n'êtes pas là, ça répond à vos mails et ça le fait de manière automatisée. Et vous pouvez avoir dans le fil de discussion mail les réponses qui ont été rédigées au fur et à mesure. Donc on fait ça en intégrant une intelligence artificielle d'un côté, donc une IA générative comme ChatGPT ou Mistral, dans une automatisation. Alors, quelle est la distinction entre les deux? L'intelligence artificielle, c'est une machine, ça permet à une machine à apprendre, à raisonner, à s'adapter à des nouvelles situations, comme un cerveau humain. Donc en gros, ça imite le raisonnement humain. L'automatisation, elle exécute des tâches répétitives selon des règles préétablies, sans capacité d'apprentissage. Donc en gros, une macro Excel, une feuille de calcul dans laquelle vous mettez une valeur de départ et ça vous sort à la fin la posologie du médicament ou le montant du salaire de votre collaborateur ou collaboratrice, c'est ni plus ni moins que de l'automatisation. Il y a rien de fantastique. Vous mettez A au début et ça va sortir B dans tous les cas. Par contre, quand il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, bah, ça peut sortir du B, B', B+, B-, etc. Néanmoins, dans un certain nombre de cas d'usage, ça s'avère hyper intéressant parce que l'intelligence artificielle peut rendre une automatisation plus intelligente, c'est-à-dire qu'elle peut s'inscrire dans une automatisation. Typiquement, je reçois un mail, il va falloir que je traite ce mail et peut-être y répondre, mais l'intelligence artificielle va analyser le mail, identifier si oui ou non c'est un mail qui m'est personnellement adressé, identifier si l'interlocuteur fait partie des gens à qui elle doit répondre, et à la fin, elle va prendre le temps de lui adresser une réponse. Alors, quelques cas, bah, typiquement en consultation, les Scribia, c'est le cas d'usage le plus répandu, puisque vous avez une automatisation qui embarque un enregistreur audio, puis une transcription audio, puis sur la base de la transcription, une IA qui va rédiger un rapport, que ce soit à destination de vos archives, du client ou du vétérinaire référent. Pousser le ou les rapports dans une solution d'archivage de compte rendu. Donc les Scribia avec une IA automatisée, une intelligence artificielle embarquées dans une automatisation font partie des technologies relativement simples à faire, expliquant pourquoi aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on n'est pas loin d'avoir une centaine de solutions disponibles sur le marché. Alors, dans le cadre de la communication, ça peut faire des trucs sympas, puisque si vous embarquez une solution comme Mistral ou ChatGPT sur une plateforme de téléphonie, vous pouvez avoir une technologie qui embarque dans une automatisation à la fois la capacité de discuter avec les gens, mais également de consulter votre agenda et pourquoi pas de proposer des rendez-vous. En voici une démonstration. Vétonimo Vendœuvre, bonjour. Je suis Julia, l'intelligence artificielle de Vétonimo. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Si vous l'avez bien, si vous voulez. Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon chien s'est fait une rupture des ligaments croisés. Je voulais savoir quels étaient les vétérinaires qui opéraient ça chez vous. Bonjour, je vous remercie pour votre appel à la clinique vétérinaire Vétonimo. Plusieurs vétérinaires sont expérimentés dans la chirurgie des tissus mous et la chirurgie orthopédique, ce qui inclut les interventions pour les ruptures des ligaments croisés. Les vétérinaires qui peuvent vous aider dans ce domaine sont le docteur Mathieu Lamont et le docteur Jérôme Maire. Je vous recommande de prendre rendez-vous pour une consultation afin d'évaluer la situation de votre chien et de discuter des options chirurgicales. Souhaitez-vous que je prenne un rendez-vous pour vous? Si oui, pourriez-vous me fournir votre nom complet, le nom de votre chien et le motif de la consultation? Oui, mais alors, pas avec le docteur Lamont. Il a pas de cheveux, il écoute encore Daft Punk en 2025. Enfin, il serait peut-être temps qu'il passe à autre chose. Je comprends vos préoccupations. Non, ouais, mais du coup, non, je voudrais un rendez-vous, mais avec l'autre vétérinaire, du coup. Bien sûr, je vais prendre un rendez-vous avec le docteur Jérôme Maire. Pour ce faire, pourriez-vous me fournir votre nom complet, le nom de votre chien, ainsi que le motif de la consultation? Eh bien, oui, je m'appelle William Shakespeare. Mon chien s'appelle Newton. C'est un canet corso de 7 ans. Et du coup, c'est pour prendre rendez-vous en vue d'une intervention chirurgicale. Merci beaucoup.
Monsieur Shakespeare, je vais donc transmettre votre demande pour un rendez-vous avec le docteur Jérôme Maire pour votre chien Newton en vue d'une intervention chirurgicale. Vous serez contacté sous 48 heures pour confirmer le rendez-vous. Avez-vous d'autres questions ou besoins complémentaires? Eh bien, non, c'est parfait. Je vous remercie. Au revoir. Je vous remercie, Monsieur Shakespeare. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à la clinique vétérinaire Vetonimo. Au revoir. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, enregistrement fait au mois avril, le mois dernier, là, 2025. Voilà ce à quoi ressemblent aujourd'hui des voice bots, ça s'appelle comme ça, donc des IA téléphoniques que vous pouvez brancher sur votre agenda et que vous pouvez également alimenter avec toutes vos données d'usage, vos procédures en interne, du coup le nom des différents vétérinaires qui opèrent chez vous, ainsi que leur domaine de compétences, etc. Alors en management, là aussi, on peut faire des outils de veille de bien-être au travail. Alors je vous montre sommairement ici un exemple qu'on a appelé le Team Monitor. Donc ça commence avec un sondage alors, hebdomadaire ou bimensuel que vos collaborateurs reçoivent, un lien qui peut être donc utilisé aussi bien par smartphone, tablette ou ordinateur, et quelques questions qui sont sommairement posées pour ensuite venir alimenter une base de données avec certains, comme vous pouvez le constater ici, qui s'amusent à y mettre régulièrement des petites blagounettes. Et là-dessus, vous pouvez avoir une automatisation. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une automatisation qui va tous les mois lire la base de données qui a été alimentée par vos collaborateurs pour ensuite vous adresser à un rapport avec des items très précis, donc sur les difficultés rencontrées par l'équipe, le ressenti global de l'équipe, le bien-être, etc. Et comme vous pouvez le constater, un rapport qui se veut anonymisé sur les sujets qui peuvent s'avérer un peu délicats. Le but du jeu étant pas d'avoir un rapport individuel, enfin, individu par individu, mais plutôt une température globale au sein de votre équipe. Ouais. Ah, petit bug. Hop, on corrige ça. Et voilà. Donc là, pour le coup, vous avez sur une techno comme celle-ci, d'un côté, un formulaire qui leur est envoyé, une automatisation qui va collecter chacune des réponses qui a été rédigée par vos collaborateurs dans votre base de données, et ensuite une autre automatisation qui va lire l'ensemble des informations récoltées le mois passé dans votre base de données, la faire analyser par une IA, et c'est l'IA qui derrière va rédiger votre rapport. Alors, on y trouve également des cas d'usage au niveau administratif. Dans le cadre du rapprochement bancaire, alors oui, c'est tout à fait possible de faire ça. Je vous montre ici une automatisation. Donc là, il s'agit d'une capture d'écran d'une automatisation élaborée avec Make. Alors, ce qu'il faut savoir là, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle d'automatisation, mais c'est une discipline qui est accessible à des gens comme vous et moi, qui n'avons pas appris à écrire une seule ligne de code, mais par contre qui aiment bien faire des Lego. Et qui du coup prennent une première brique de Lego qui dit je vais regarder dans les mails. Et puis une deuxième brique de Lego qui dit bah tiens, je vais aspirer la pièce jointe quand il s'agit d'une facture, et qui va lire ensuite la pièce jointe pour identifier le montant, TTC, hors taxe, la date, le nom du prestataire, etc. Qui va ensuite aller comparer. Alors ici c'est Conto qui permet de faire ça, donc une banque en ligne, qui permet d'aller comparer avec des lignes sur votre relevé de compte pour lesquelles il n'y aurait pas le justificatif rattaché. Et quand la facture match avec une ligne en débit sur votre compte, eh ben, vous avez ici un petit Lego qui va pousser la pièce jointe la rattacher à la bonne ligne comptable, et à la fin, un dernier petit Lego qui passe le mail de départ en lu pour dire c'est bon, le mail est traité, donc maintenant on peut passer à autre chose. Donc ça, ce sont des automatisations que l'on peut monter relativement facilement. En plus, là-dedans,
constatez que globalement, il n'y a guère que ce module-ci qui embarque de l'IA, le reste, c'est juste du matching de données. Mais vous voyez ici une automatisation qui est du coup rédigée sans une seule ligne de code, avec juste, je viens brancher les informations pour que derrière, il n'y ait pas besoin de faire de rapprochement bancaire, ou en tout cas qu'une bonne partie de la charge de travail soit totalement automatisée sans qu'on aille y mettre son nez. Alors un autre cas également qui plaît beaucoup, c'est le cas de l'inventaire vidéo assisté. Donc là, on se retrouve à la fin de l'année, un moment où on a plein de choses à faire et où on n'a surtout pas de temps à consacrer à l'inventaire. Et bien dans la maquette que je vous montre ici, on a une interface donc en ligne sur laquelle on vient déposer l'enregistrement vidéo de notre inventaire. Donc là, il faut savoir que vous prenez votre téléphone, vous filmez votre stock, éventuellement faites quelques commentaires à haute voix pour dire bah tiens, la boîte là elle est entamée, donc celle-là on va pas la compter. Et ensuite, vous lui poussez ici l'export informatique de votre stock matériel. Donc d'un côté, vous avez le stock physique, de l'autre côté, vous avez le stock informatique. Et à partir de là, la techno, c'est au travers d'une automatisation, récupérer, donc là, l'interface utilisateur est montée sur Tally, c'est une plateforme de formulaire en ligne, mais on aurait pu faire ça avec un Google Form. Ensuite, elle vient télécharger, donc elle vient aspirer la vidéo. Elle vient également télécharger le catalogue Centravet. Alors moi, je lui ai donné le catalogue Centravet notamment pour avoir la référence des produits ainsi que les tarifs de chaque produit. Puis, on va pousser l'ensemble de ces informations à un petit module Gemini qui est encapsulé sur un univers fermé là. Et on demande à Gemini, du coup, d'aller analyser le contenu de la vidéo et de dresser l'inventaire, donc lister tous les médicaments, et plus encore, de me présenter le résultat dans un tableau avec la liste des médicaments, avec pour chacun d'eux la référence Centravet, également le tarif unitaire, le nombre d'unités qui a été compté, etc. Donc là, Gemini, c'est faire ça, c'est faire de l'analyse vidéo aujourd'hui, embarqué dans une automatisation. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai poussé le vice pour après récupérer cet inventaire vidéo, le comparer avec l'inventaire informatique et demander à un module ici ChatGPT de comparer mon stock informatique et avec mon stock physique pour identifier les incohérences au niveau de mon logiciel métier et pouvoir derrière mener les correctifs appropriés. Donc là, quand vous travaillez avec GMVET, je ne suis pas d'action chez GMVET, vous avez la possibilité soit de leur envoyer un correctif et moyennant une facturation à 50 €, c'est eux qui vont pousser le correctif dans votre base de données, votre stock informatique, ou alors vous pouvez utiliser une techno, alors là c'est Skyvern qui fait ça, dans laquelle vous lui poussez le correctif à apporter. Et Skyvern, c'est une techno qu'on appelle un computer agent, user agent. Donc c'est une techno qui s'ouvre son propre navigateur web. Donc là, je suis désolé, j'ai dû flouter un petit peu pour pas que ce soit trop voyant. Elle sait ouvrir son propre navigateur web pour se connecter à votre logiciel métier. Et ici, pour ceux qui travaillent dans GMVET, vous reconnaissez la page sur laquelle vous pouvez faire les saisies de mouvements au moment des inventaires. Et vous allez voir ici la techno qui va saisir, elle l'a déjà fait, elle saisit la référence Centravet du médicament. Ensuite, elle saisit la quantité réelle de médicaments qui se trouvent et elle valide. Et à ce moment-là, vous allez avoir une ligne qui va apparaître et qui indique, effectivement, il fallait ici ajouter 2 unités sur l'exemple que je lui ai soumis en vidéo. Alors tout ça, c'est déjà assez fantastique quand on joue avec, d'une part, l'intelligence artificielle pour lui donner un petit peu des missions dans un contexte donné. Alors, le problème, c'est que du coup, il faut concevoir autant d'agents IA que de cas d'usage. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai indiqué ici, comme je vous l'ai montré ici, monter d'un cran en l'intégrant dans une automatisation, mais toujours orientée sur un cas d'usage donné. Eh bien, il faut savoir que depuis quelques mois, alors plutôt quelques semaines que quelques mois, il y a des évolutions
sur ces différentes technologies et notamment maintenant ce que l'on appelle les agents IA ou IA agentique. Alors jusque-là, j'utilisais le terme d'agent IA avec vous de manière un petit peu abusive, puisque maintenant c'est vraiment rattaché au concept d'IA agentique. Alors une IA agentique, c'est quoi? Pour ceux qui jouent depuis un bon moment avec ChatGPT, vous avez remarqué que jusqu'à GPT-4o, vous lui posez une question et il vous répond dans la foulée. Et il vous répond au maxi 3000 mots. Donc pour ceux qui voulaient avoir des trucs un petit peu plus étoffés, vous avez souvent pu être un peu frustré par du coup la quantité d'informations et la taille de la réponse que vous obteniez. Donc ça, c'est le LLM classique, standard. Vous lui posez une question, il vous répond dans la foulée et ça fonctionne sur une voie de probabilité. Avec du coup parfois d'ailleurs des phénomènes d'hallucination qui peuvent poser problème. Et ensuite, OpenAI a lancé le mouvement là avec les IA agentiques et notamment les modèles O1, O3, O4. Avec O1, c'était le premier modèle où vous lui posiez une question et avant de vous répondre, vous le voyez réfléchir. Et donc lui, il se met à réfléchir, reformuler le problème, identifier un petit peu les sous-entendus qu'il pouvait y avoir dans la requête que vous lui soumettiez, qui en apparence était relativement simple. Et ensuite, il allait même élaborer une stratégie de raisonnement, donc ce qu'on appelle une chaîne de pensée, à adopter pour réussir à fournir la réponse la plus adaptée. Ce qui fait que sur les modèles, les premiers modèles, les LLM classiques standards, finalement, en moins de 30 secondes, vous avez une réponse. Là où avec ces modèles d'IA agentique, il faut généralement un peu plus de temps. Et notamment maintenant avec O3, la capacité de non seulement réfléchir, reformuler, identifier les sous-entendus, élaborer une stratégie et une chaîne de pensée, mais également activer les fonctions dont il a besoin, c'est-à-dire aller faire une recherche web ou alors analyser une image ou exécuter une recherche approfondie pour vous apporter du coup le résultat attendu avec du coup des textes qui sont beaucoup plus consistants, beaucoup plus étoffés. Je vous ai montré ça tout à l'heure déjà avec le module de recherche approfondie, sauf que là je l'avais activé volontairement. Quand vous lancez cette même requête là d'avoir une petite revue d'actualité sur la péritonite infectieuse féline et que vous l'exécutez avec le modèle O3, eh bien à ce moment-là vous allez avoir automatiquement la chaîne de pensée, le mode de réflexion qui vont s'activer et puis le mode recherche web, etc., qui vont s'activer également. Alors, en pratique, quelques exemples. Ici, par exemple, imaginons que on vous soumette votre planning de travail dans un format. Hop, allez, on avance. Hop, comme celui-ci. Donc un format finalement graphique et que vous vouliez vous le changer de format, par exemple le passer en format compatible avec un calendrier, donc vous n'avez plus qu'à importer le fichier et automatiquement ça vient alimenter votre calendrier. Là vous voyez avec le modèle O4 mini qu'il est en train de faire une analyse visuelle de la page. Donc, vous voyez comment il est en train d'interpréter les choses. Il est en train d'identifier les champs de couleurs. Il en fait des déductions pour savoir si la couleur verte est plutôt rattachée à des plages de consultation, les plages bleues sont plutôt rattachées à des zones d'absence. Et ensuite, il vous liste l'ensemble des créneaux qui figurent dans le fichier en question. Donc pour faire ça, il a fallu déjà comprendre un petit peu la mission qui a été confiée initialement par l'utilisateur, ensuite identifier la stratégie, analyser le document, en cours d'analyse, se dire, OK, ça ce sont des champs liés à des plages de travail, liés à des plages d'absence, liés à des formations, liés à des congés, et donc vous avez ici une IA agentique en plein exercice. Alors un autre cas d'usage qui là pour le coup va probablement dans un avenir relativement proche changer un peu le sujet des interprétations radiographiques. Vous avez ici un exemple lancé, enfin exécuté sur O3 où je lui mets un prompt, alors bon, relativement étayé sur ce que j'attends d'un agent IA et à qui je vais ensuite confier des images radio ainsi que une bonne partie des antécédents de l'animal pour lui donner du contexte en fait. C'est ça un petit peu qui manque aujourd'hui dans les solutions d'analyse radio. Ils vous font des images, enfin des interprétations radiographiques sur la base des radios qui leur sont confiées, mais comme on peut pas leur donner de contexte, du coup,
on est parfois un peu frustré, déçu par la lecture qui en est faite. Ici, pour ceux qui ont un peu l'habitude, il n'échappe pas à votre œil aguerri de radiologue, que bon, vraisemblablement, il y a un sujet ici au niveau de la hanche droite, pas catastrophique, mais c'est quand même présent. Et puis ici, donc je vous ai mis la vue de face, j'attire juste votre attention, vous allez vite comprendre pourquoi après, sur la localisation de la spondylarthrose ici, qui est plutôt au niveau de la 5e, 6e vertèbre thoracique. Voilà. Et ensuite, on va laisser l'IA travailler. Et donc, vous allez voir de l'IA agentique, avec ici une réflexion qui est lancée. Hop. Et là où ça devient assez rigolo, c'est que vous voyez l'IA choisir les images, mais également faire des zooms sur des régions spécifiques au regard du contexte qui lui a été donné. Donc là, vous voyez qu'elle est en train de faire un zoom plus précis sur la hanche droite. Et puis après, elle va aller zoomer sur d'autres régions. Ensuite, vous la voyez euh, comment dire, faire une première lecture, une première interprétation, pour que à la fin, elle s'exécute dans la rédaction d'un rapport radiographique. Donc ici, avec Loulou. Euh, et le rapport qui apparaît ici, description de quelques anomalies. Donc là, vous voyez que sur la spondylose, c'est pas encore parfait au niveau de l'interprétation radiographique, mais sinon pour le reste, on n'était pas trop mal dans le cas d'usage présenté ici, avec un résultat qui voilà, s'avérait relativement pertinent. Encore une fois, exemple d'IA agentique en capacité de mener une chaîne de pensée, de savoir quel mode activer en fonction de l'étape du processus de lecture de l'image radio. Un dernier exemple ici avec cette fois-ci de la communication. Donc ça, c'était un cas que je n'ai pas voulu aborder au début de cette conférence avec vous, dans lequel on va lui demander de rédiger un post LinkedIn sur les bénéfices de l'algorithme O3 d'OpenAI, donc documenter le sujet, rédiger le texte de ce post dans une fenêtre Canvas. Donc là, en plus, je lui donne un petit peu de contraintes. Et puis, je veux une image hyper réaliste. Hein. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des LLM pour rédiger des posts pour les réseaux sociaux, vous savez que d'abord, vous allez lui demander de rédiger le texte. Ensuite, on va travailler le texte, on va le documenter, etc. Il va falloir surtout lui alimenter la techno avec un certain nombre d'informations. Et puis ensuite, une fois que vous aurez réussi à obtenir le texte que vous voulez bien, il va falloir demander à la techno d'aller vous concevoir une image ou une illustration, hein, puisque maintenant on peut utiliser les LLM pour obtenir des images avec un rendu assez efficace et pertinent. Et donc là, vous la voyez, elle identifie la problématique, elle active automatiquement la recherche sur le web. Ensuite, elle va identifier les codes auxquels elle doit répondre. Là où avant, quand vous lui demandiez de rédiger un post pour LinkedIn, par exemple, elle vous rédigeait un truc, vous savez, ça répondait pas vraiment je dirais, au guide de bonne pratique en la matière. Donc là, elle a rédigé le texte dans une fenêtre Canva, elle est en train de continuer son job et automatiquement, elle va activer le module d'Ali pour créer une image. Donc là, vous avez juste lancé une requête sur je veux un post sur tel sujet, vous êtes en train de vous tourner les pouces et la techno fait elle-même la documentation, la recherche, la rédaction de texte dans une fenêtre Canva pour que vous puissiez ensuite aller éditer un petit peu tout ça. Et puis derrière, elle va vous créer une image. Alors dans le cas présent, ça c'est un comportement, je voulais quand même garder, j'avais pas coupé ça au montage. Quand vous êtes pas précis sur le type d'illustration que vous lui demandez, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'avoir une illustration qui en fait n'est qu'une photographie du texte qui vous a été rédigé juste avant, parfois même avec quelques fautes de frappe. Bon, globalement, ils ont fait énormément de progrès sur le texte embarqué dans les images. Sauf que là, j'ai pas eu besoin d'intervenir spontanément. Elle a décidé d'embrayer sur l'étape d'après pour aller me faire une illustration et obtenir cette fois-ci, on va y arriver, voilà, ce genre d'illustration.
Donc voilà un petit peu la nouveauté avec les IA agentiques en capacité de mener toutes les étapes des missions que vous leur confiez au travers des sujets que vous abordez. Alors quand on est praticien, on se dit waouh, là il est en train de se passer un truc, mais ce qui serait vraiment top, finalement, ce serait que j'ai dans mon environnement et peut-être même sur moi un objet connecté qui embarque de l'intelligence artificielle et puis qui serait capable, pendant que moi je suis en train de parler à mon client, d'écouter tout ce que je dis et d'aller piloter finalement d'autres agents IA. Donc une IA agentique avec, au lieu d'activer des options, hein, la fonction recherche web, la fonction création d'images, etc., et ben, d'activer un agent IA qui, lui, a pour mission de rédiger un compte rendu dans mes archives, d'éditer une facture, d'éditer un devis pour les examens à prévoir, de rédiger une demande d'analyse, d'éditer une ordonnance, de mettre en commande le médicament que j'ai pas en stock, etc., etc. Et là, la liste est relativement longue. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ou AGI pour les abréviations en anglais. Cette technologie n'existe pas encore, mais quand on voit les IA agentiques arriver, on se doute qu'on n'en est pas très loin. Alors en plus, je vous dis que ça n'existe pas encore. Il y a quelques plateformes qui proposent ça pour ceux qui aiment bien les mettre les mains dans le cambouis. Il y a Relevance AI qui fait ça, mais pas avec des technos qui soient vraiment applicables pour nous dans notre quotidien. Alors en grande partie parce que la plupart des logiciels métiers veto sont relativement peu, voire pas accessibles cette technologie d'intelligence artificielle et d'automatisation, mais les choses sont en train d'évoluer. Alors, pour vous donner un aperçu là sur l'évolution de l'intelligence artificielle, il est coutume de penser qu'il y a, enfin, on a pour usage d'aborder les 7 niveaux de l'IA. Avec le niveau A, c'est une IA qui est très simple, qui est efficace pour des tâches ou des processus automatisés type macro Excel. Hein, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Les IA de niveau 2, vous pouvez commencer à discuter avec elles et elles comprennent un petit peu le contexte dans lequel vous interagissez avec elles. Mais finalement, avec un QI relativement faible, c'est juste une IA conversationnelle. Ensuite, vous avez les niveaux 3, où là, pour le coup, elle surpasse l'humain dans un domaine très spécifique. Ça peut être de l'imagerie médicale. Hein. En ce moment, il y a 2 IA qui se font particulièrement remarquer en imagerie de médecine humaine, à savoir Gemini et celle de Alibaba, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, ça reviendra un peu plus tard, qui ont une capacité d'analyse et d'interprétation radiographique, notamment sur les mammographies, avec une finesse de lecture et une puissance diagnostique qui est maintenant sans comparaison avec l'œil du radiologiste. Néanmoins, elles interviennent toujours sous la supervision du radiologue. Ensuite, les niveaux 4, là, ce sont des IA qui sont en capacité de raisonner et de s'adapter en fonction de leur environnement et donc de mener des actions spécifiques par rapport à tout un tas de contraintes et de contextes. Donc là, on est typiquement dans l'exemple des véhicules de conduite autonome. Ils sont juste avant l'AGI, donc AGI niveau 5, le stade où vous avez une IA qui est capable d'effectuer n'importe quelle tâche humaine complexe, donc l'intelligence artificielle générale que je vous évoquais juste avant, dans le cadre d'une consultation où finalement, vous avez juste à rester focus sur votre patient et le propriétaire, et finalement vous discutez avec lui ou avec elle, et vous avez votre petit agent personnel qui lui s'occupe de remplir votre logiciel métier sans que vous ayez besoin de mettre les mains dessus. Alors vous pouvez regarder un peu à l'écran ce qu'il est en train de faire pour vérifier que ça fonctionne bien, mais globalement, la vie serait vachement chouette si on avait pu à toucher au clavier et à la souris. Le niveau 6, là, cette fois-ci, il faut s'imaginer que le niveau 6, c'est une super IA qui n'est pas juste connectée avec le logiciel métier, mais qui est connectée à toutes les cliniques vétérinaires et qui sait exactement ce qui se passe à chaque instant partout. Et finalement, nous, praticiens, on n'est qu'un maillon de l'énorme chaîne et l'énorme magma qui est piloté par l'IA. Individuellement, en tant que praticien, on pourrait lui réclamer les mêmes fonctionnalités que l'AGI, mais par contre, avec également la puissance d'analyse des données collectées à l'échelle d'un groupement, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale.
Et finalement, on arrive ici au niveau 7 avec ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire une IA qui est en capacité de s'auto-programmer et de s'auto-améliorer. Donc ça, c'est celle qui fait froid dans le dos, hein. Pour la petite information, c'est celle de Terminator, hein. C'est Skynet. Bon voilà, nous on est pris dans l'euphorie finalement des technos qui évoluent et qui pourraient vraiment nous faire gagner du temps, mais il y a peut-être un point de bascule sur lequel il va falloir être extrêmement vigilant, où il va falloir mettre quand même pas mal de garde-fous pour éviter les dérives pour lesquelles les films de science-fiction nous ont relativement bien sensibilisés. Alors du coup, tout ça soulève bien évidemment tout un tas de questions, que ce soit au niveau éthique, écologique ou même au niveau de l'économie mondiale, hein, parce que finalement, vous comprenez bien qu'il y a tout un tas de métiers qui vont vraisemblablement disparaître. Alors il y en a plein d'autres qui vont apparaître, mais il y a aussi beaucoup de gens, oui, de gens qui pensent que vraisemblablement, on pourrait évoluer vers un monde dans lequel finalement il n'y aurait plus de travail, ce qui remettrait complètement en question l'économie au niveau mondial. Donc, ça soulève beaucoup de discussions. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ce sur quoi on se concentre dans le cadre des développements. Et puis moi, il y a toujours une vraie question que je soulève, hein, c'est de savoir si elle va vraiment nous rendre plus heureux, puisque globalement, vous avez une techno qui va être en capacité de vous alléger un certain nombre de contraintes, hein, tout ce qui est répétitif, rébarbatif, à non-valeur ajoutée, euh, et qui ne nécessite pas d'humain et que personne n'a envie de faire. Donc ça, c'est chouette. Donc finalement, ça va nous libérer plein de temps. Mais si vous anticipez pas ce qui va se passer, le vide que ça va laisser va être comblé par du travail. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Dès que vous avez du temps libre, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir de l'IA pour vivre cette expérience-là. Dès que vous avez réussi à prendre un peu d'avance sur votre planning, bizarrement, il y a toujours une consultation en plus ou une urgence qui vient remplir votre temps libre. Et donc ça se prépare. Je vous encourage vivement à préparer tout ça. Et donc, on pourrait assez vite imaginer avoir sur soi une IA en capacité d'interagir avec le logiciel, mais également d'interagir avec nous, hein. Donc là, on va même au-delà de ce que je vous évoquais précédemment, avec une IA en capacité non seulement d'avoir des actions sur notre logiciel métier, mais également d'interagir avec nous. Donc là, on est en plein dans le Jarvis d'Iron Man. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas si loin d'y arriver. Et il est fort probable même que dans l'année qui vient, on commence à voir émerger ces technologies et qu'on puisse les adapter à notre quotidien de praticien, et pas que. Et donc, du coup, vous pourriez lui demander de vous faire un résumé, ou même si le dispositif embarque une caméra pendant que vous êtes en train de faire l'échographie. Ça, faut savoir que vous pouvez le faire, hein, avec des technos de vision instantanée là, sur certains modèles comme ChatGPT, encore une fois. Vous pouvez faire de l'échographie et activer le mode vision en direct et discuter avec elle pendant qu'elle regarde avec vous l'écran de l'échographe pour lui demander de partager avec vous son ressenti sur l'interprétation. Alors ça marche plutôt bien dans le sens où quand elle se plante franchement et vous savez qu'elle est complètement à côté de la plaque. Mais par contre, quand elle n'est pas complètement à côté de la plaque, elle est généralement assez proche de la solution finale. Euh, donc voilà. Et puis également une IA qui sera en capacité de vous accompagner dans vos problématiques non seulement professionnelles mais également personnelles, avec typiquement dans l'exemple que je vous cite ici, la capacité de vous dire ah tiens en fait je te rappelle qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta belle-mère, ne l'oublie pas parce que elle va pas t'oublier sinon. Alors, comment se tenir un petit peu informé de tous ces sujets? Bah, c'est un peu pour ça que j'ai créé la société HVC, et tout un tas de choses que je mets à votre disposition. Alors, on a mis en place des newsletters pour lesquelles la plupart de vous êtes abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous ai mis ici l'URL qui vous permettra de les recevoir. On communique beaucoup sur LinkedIn également, hein, sur toutes ces actualités, ces innovations. Je m'amuse, alors là c'est plus moi sur mon, comment dire, mon temps personnel. J'ai créé un podcast qui s'appelle Veto IA, hein. On a été très loin pour trouver le nom, que vous trouverez sur les plateformes usuelles, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie.
sur lequel vous retrouverez d'ailleurs cette affiche-là, donc affiche qui a été générée par IA, puisque le bonhomme rondouillet qui me ressemble étrangement, je vais faire ajouter quelques kilos, mais je l'aimais bien parce qu'il a un tatouage, je trouvais que ça faisait viril. Donc ça, c'est effectivement ma petite bouille qui a été retravaillée par IA avec Julie, donc à qui j'ai donné un visage cette fois-ci, dans une pause et dans un lieu qui a été 100% généré par IA. Et donc, dans ce podcast, vous aurez deux formats. Vous aurez un format où vous avez un veto passionné d'intelligence artificielle qui s'appelle bizarrement Mathieu et qui discute avec une intelligence artificielle qui s'appelle bizarrement Julie, mais dont la singularité est d'avoir peur de tout ce que l'intelligence artificielle est en train de faire aujourd'hui. Donc, vous aurez des épisodes durant lesquels les deux protagonistes discutent entre eux. L'intérêt de ces épisodes, au-delà de transmettre quelques actualités sur l'intelligence artificielle, et notamment pour les vétos, c'est d'écouter ce que les IA génératives d'audio sont en capacité de faire, puisque le challenge que je m'étais relevé, que je m'étais fixé à ce moment-là, proposé à ce moment-là, était de partir d'une page blanche, je mettais les sujets, je rédigeais le script avec l'IA pour ensuite envoyer en studio pour apposer les voix sur le dialogue qui a été rédigé et ensuite avoir une mise en forme de cet audio avec un générique de début, un générique de fin. Donc voilà, vous aurez des épisodes de format relativement court et l'intérêt est de pouvoir réécouter les épisodes 6, 8, 10 mois après, voire un an après, et de se rendre compte à la vitesse à laquelle ces technologies-là évoluent. Vous trouverez également des épisodes, cette fois-ci, avec des vraies interviews et des vraies personnes avec lesquelles on fait du partage d'expériences, de discussions, toujours autour de l'univers vétérinaire. On a également monté une communauté, Facebook, le groupe Facebook Vetoia avec mon ami Frédéric Sanfou, où là aussi, vous trouvez tout un tas de démos, dont une bonne partie des démos que j'ai pu vous présenter ici, et plein d'autres. Ensuite, comment s'approprier cette technologie? Parce que souvent, c'est chouette quand on le voit à l'écran, mais ce serait mieux si en plus on pouvait l'avoir chez nous. Et bien là, j'ai monté des formations et notamment des séminaires qui se tiennent généralement sur 2 jours. Je vous ai mis ici les prochaines dates et les prochains lieux où auront lieu ces formations, où vous arrivez même sans rien connaître du tout des IA génératives et vous repartez le lendemain avec non seulement une maîtrise et une expertise poussée, pour pouvoir vous approprier ces technologies-là et les adapter à vos cas d'usage, mais en plus, vous repartirez avec une cinquantaine de prompts sur tout un tas de cas d'usage qui, moi, un jour, m'ont traversé l'esprit et que je partage avec vous au cours de ces formations. Et puis pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui veulent quand même des accompagnements ciblés, sachez que je fais également de l'accompagnement en visio, il n'y a pas de souci. Je vous ai mis là le lien pour programmer ça en visio selon vos disponibilités. Et ensuite, pour ceux qui se posent la question de comment déployer la technologie IA au sens large, sachez qu'il y a un livre blanc que nous avons rédigé et qui est accessible sur le site de HVC, qui vous explique justement les différentes étapes à suivre pour intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise et avoir un aperçu des choses à faire ou à ne pas faire. Vous y trouverez également tout un tas de cas d'usage pour un peu vous donner de l'inspiration. Mais il y a des gens qui, eux, n'aiment pas du tout mettre les mains dans le cambouis, et donc pour cela, il y a déjà des outils tout faits que vous pourrez retrouver sur la suite Office vétérinaire, donc cet ensemble d'applications en ligne qui a été nominé finaliste au prix de l'innovation AVAC l'année dernière, vous propose justement des technos comme un Scribia. Donc vous activez le micro, ça enregistre votre consultation et ça rédige les comptes rendus pour vos archives et ou pour le vétérinaire et ou pour le propriétaire. Vous y retrouverez également un outil qui rédige les posts pour les réseaux sociaux, qui sait converser avec les clients pour ensuite vous faire un pré-diagnostic. Donc vous savez déjà à peu près de quoi vous allez parler, les examens complémentaires que vous pourriez proposer, avant même que les gens soient arrivés en consultation. Vous y trouverez un assistant d'aide au diagnostic, etc. Et puis, on sait également chez HVC développer tout un tas d'outils sur mesure. Un truc qui est méconnu de notre profession, et ça c'est vraiment dommage. Sachez que la BPI débourse met à profit des TPE-PME, dont nous les vétos, une subvention qui prend en charge 50% de la dépense liée au diagnostic des innovations que vous pourriez déployer dans votre entreprise, et pas que.
Donc voilà, ça mérite quand même de le savoir parce que quand vous avez 50% de la dépense qui est prise en charge sur des technos qui deviennent en plus accessibles tant financièrement que technologiquement parlant, bah, finalement quand vous avez un accompagnement ou un développement qui est financé à 50%, c'est quand même vachement sympa. Nous arrivons ici à la fin de cette présentation. Je vous invite à me poser vos questions si vous en avez. Et puis également à me faire part un petit peu de, bah voilà, de votre ressenti sur cette conférence, qui est la première d'une série. On reproduira un petit peu l'expérience au gré du temps par la suite, notamment en fonction des évolutions, pour que vous puissiez être informé sous un format différent des actualités et des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Je suis à vous encore pendant quelques minutes si vous en avez. Je vous remercie pour votre présence. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir ici. J'espère avoir été à peu près clair parce que il y a des fois, je tendance un peu à partir dans mes explications sur des choses qui pour moi sont évidentes mais qui ne le sont pas forcément quand on n'a pas beaucoup d'expérience sur ces sujets. Enfin voilà, j'espère avoir eu l'occasion de vous présenter des cas d'usage concrets, pratiques, qui pourront vous permettre de trouver de l'inspiration sur des choses, des problématiques que nombre de vos équipes ou de vos collaborateurs aimeraient se débarrasser. Merci encore pour votre présence et puis eh ben, j'espère à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.